D'épeautrons minés jusqu'au soir, il n'y a pas un chat dans la rue, ou presque. En ces temps, sortir ressemblerait presque au jeu du chat et de la souris, au risque non pas d'attraper la souris, mais le chat dans la gorge. Si les politiques n'appellent pas un chat, cela ne les empêche pas de déployer leurs chiens. Et nous connaissons tous l'expression qui consacre leur rapport avec les chats. Jean Cocteau disait d'ailleurs « Si je préfère les chats aux chiens, c'est qu'il n'y a pas de chat policier. Alors ne réveillons pas le chat qui dort, restons chez nous, profitons de la vie de chat, mais ne nous laissons pas châtrer pour autant. Restons perchés, nous finirons bien par retomber sur nos pattes. » Chat échaudé craint l'eau froide, alors éteignons les téléviseurs et prenons le temps de penser. Nous vivons un moment en suspens, comme il y en a quelques-uns dans l'histoire, où tout peut basculer, car nous avons le temps de penser. Alors profitons-en, car le temps ne se trouve pas, ne s'achète pas, ne se gagne pas, il se prend. Alors pour une fois, prenons le temps de lire, de dessiner, d'écrire, de faire de la musique, de danser ou de regarder des films. Le temps va passer, nous finirons bien par retomber sur nos pattes. Il y a des chats qui retombent sur leurs pattes, ça tombe bien, il y en a plein au cinéma aussi. Il y a le chat qui traverse le premier plan de Fenêtre sur cour d'Hitchcock. Et quelle meilleure expression pour parler de son film, et plus largement de son cinéma, que jouer au chat et la souris, qui signifie s'épier sans vouloir ou pouvoir se rencontrer. Il y a le chat de Truffaut, dans La peau douce en 1964, puis dans La nuit américaine en 1973. Non, c'est foutu, c'est de votre faute, Yorick, avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. Il y a les chats d'Agnès Varda. Chez moi, il y a 2 félins, Bernard le chat et Sgougou la chatte, offerte par Sabine. Et bien sûr, les très nombreux chats de Chris Marker. Alors, si je comprends bien, d'ici très peu de temps, Oui, je crois, ça je crois. grâce à ces machines, tous les improductifs en question vont se trouver sans travail. Non, vont se trouver sans prestige, c'est très différent. Sans prestige ou sans travail? Tout un problème de structure, ou bien on leur inventera du travail, mais de toute manière, ils auront perdu ce prestige. Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où des machines le font mieux qu'eux. Mais il y a déjà eu une surprise pour l'abonné du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir ces petites fiches perforées. Il a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant. Oui, Est-ce que par la suite, on ne va pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre? Alors vous posez un autre problème qui est qu'il est possible que le monde de futur se divise en 2 clans terriblement contrastés qui sont les initiés et les non-initiés. C'est évidemment un problème. Mais avant tout ceci, il y a eu celui-là, qui nous ramène aux origines du cinéma en 1894. Le physiologiste Étienne Jules Marey s'est inspiré des recherches sur le mouvement du photographe Edward Muybridge pour constituer un fusil photographique, perfectionnant le revolver photographique élaboré en 1876 par l'astronome Janssen. Marey poursuivit ses travaux à l'aide du chronophotographe à plaque fixe, qui devint le chronophotographe à plaque mobile, par l'adaptation des bobines de pellicule Kodak récemment mises sur le marché. En 1888, Marey présentait à l'Académie des sciences les premières prises de vue sur pellicule. Il avait pratiquement réalisé la caméra et la prise de vue moderne. Il sera en tout cas précurseur de tout un pan du cinéma documentaire scientifique, regroupant des auteurs tels que Jean Comandon, Jean Painlevé ou Albert Kahn. 3 ans plus tard, les frères Lumière présentaient Le déjeuner du chat. Durant les années qui suivent, Félix Méguiche, Alexandre Promiot, Francis Doublier, Gabriel Vert comptent parmi les plus célèbres opérateurs envoyés parcourir et capturer le monde par les frères Lumière. Ils enregistrent des centaines de bobineaux constitués d'une prise de vue unique, un seul plan de moins d'1 minute. Et pourtant, on peut déjà parler d'une mise en scène du réel. Dans les tout premiers temps du cinéma, on était persuadé que les opérateurs envoyés aux 4 coins du monde filmaient la réalité sans phare, et cette conviction a longtemps prévalu. Mais si l'on regarde par exemple le film « L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat », ce qui est frappant, c'est que lorsque les gens posent les pieds sur le quai, ils continuent leur chemin et s'affairent comme si de rien n'était. Ils passent devant et à côté de la caméra, comme si là où les personnes placées derrière, tournant frénétiquement la manivelle pour faire défiler la pellicule, n'étaient pas là ou presque. Excepté quelques regards interrogatifs au passage, très peu sans souci. Il faut rappeler qu'au moment du tournage, certainement aucune des personnes présentes dans le film n'avait dû voir une telle machine auparavant. Heureusement, la caméra n'est pas posée au milieu de leur chemin, et la plupart ne font pas plus attention que ça à sa présence.
Il s'agit bien évidemment d'un choix. C'est le choix de l'opérateur de placer sa caméra un peu plus loin sur le quai, afin de pouvoir dans un seul plan fixe, d'une durée très courte, dû au petit nombre de mètres qui composent la bobine, observer à la fois l'arrivée du train au loin, son ralentissement puis arrêt en gare, la descente des passagers, la montée des autres, et ce, sans en perturber le bon déroulement. Il serait intéressant de faire un parallèle entre ce choix de positionnement et celui de l'ethnologue en général, mais nous y reviendrons très précisément plus tard dans un autre cours. C'est là le premier choix que l'on pourrait appeler de mise en scène. La caméra ne se retrouve pas mêlée à cette réalité de manière impromptue, ne se met pas à enregistrer objectivement et de manière hasardeuse ce qu'il se passe. Non, il y a bel et bien une réflexion en amont sur la manière dont il faut filmer la scène. Ils ont dû se préparer, voire faire quelques tests avant pour savoir où se placer et à quel moment commencer à tourner. Ce repérage, ce choix du cadrage et cette préparation technique, c'est bien évidemment de la mise en scène. Grande chose des films Lumière, c'est que ce n'est pas l'histoire qui la montrait, c'est la vie. Et c'est pourquoi les films Lumière sont d'une telle importance. Vous voyez deux petites filles qui jouent dans la rue, aux Champs-Élysées, c'est deux petites filles qui jouent dans la rue, mais en réalité, ça va très au-delà. La preuve, c'est qu'on pense à Proust, la preuve, c'est qu'on pense à Renoir, la preuve, c'est qu'on pense à un tas de choses. La force, justement, de la ville, c'est que de cette qualité de vie des films Lumière, c'est que c'est l'atmosphère de la vie, c'est l'ambiance de la vie, c'est la philosophie de l'époque, tout est là. La philosophie de l'époque. La philosophie de l'époque. La philosophie de l'époque. La philosophie de l'époque. Les opérateurs les plus naïfs s'abandonnaient sans critique aux représentations dominantes et transportaient, de l'Arctique au tropique, l'imaginaire de leur temps, donnant à leurs contemporains ce qu'ils avaient envie de voir. Les opérateurs lumière fréquentaient des lieux choisis, parmi lesquels, évidemment, l'empire colonial en plein essor. Nous ne devons donc pas tomber dans le piège de prendre ces images comme véritables témoignages de leur époque. Elles seraient tout au plus le témoignage de la pensée et d'un regard sur une époque. La voie la plus féconde pour échapper au positivisme documentariste pourrait être celle qu'emprunte Jacques Aumont dans son livre « L'œil interminable ». Quand il approche Lumière, et le décrit comme celui qui braquait sa caméra sur le monde, comme un peintre, le dernier des peintres impressionnistes. C'est une bonne manière de rappeler que le cinéma du réel est une démarche artistique, et pas seulement un témoignage. Mais c'est aussi un témoignage, à prendre comme tel, à condition de toujours penser à l'adage « un seul témoin, pas deux témoins ». Il porte en lui la question du document. Guy Gauthier écrit justement à ce sujet dans son livre « Un siècle de documentaire français ». Spontanément, on rattache le mot documentaire au mot dont il est manifestement issu, document. Qu'est-ce qu'un document ? Le document brut, par exemple une séquence prise en continu par un opérateur d'actualité, s'il est soumis à un examen critique, a valeur de témoignage. L'image photographique, avant d'être cinématographique, a été créditée longtemps d'être une simple reproduction du réel, à la différence de l'image artistique ou religieuse. Aujourd'hui encore, la croyance en la vérité indiscutable de l'image mécanique coexiste avec cette autre croyance qui attribue à l'image des pouvoirs maléfiques pour certains, et il n'est pas besoin d'aller au fond de la brousse pour les trouver, ces deux croyances sont cohérentes. Le cinéma de fiction cultive le magique avec une complaisance qui fait recette. Comme il se doit, l'idéologie de la réalité de l'image a trouvé sa réplique exacte mais inversée dans une idéologie opposée qui dénie à l'image tout rapport authentique à la réalité. Elle ne serait plus alors que le pur fantasme, projection perverse de l'imaginaire. Ce qu'on appelle document brut, par exemple une séquence prise en continuité, ne mérite ni cette confiance aveugle ni ce mépris désinvolte. C'est bien un document, au sens où l'entendent les historiens, un élément à verser dans un dossier où toutes les pièces s'éclairent l'une par l'autre, car une image isolée ne peut, comme un témoin isolé, qu'être objet de suspicion. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Iakoute, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Iakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Iakoutie, est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Iakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Iakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sans, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables.
Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakoute affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Alors, que penser de ces images que je filme par ma fenêtre, sans visage et sans parole? Si le cinéma documentaire est celui de la vie et des rencontres, que puis-je filmer et que racontent ces images? Me revient en tête cette phrase de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Et quoi? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants? Cette scorie de la mémoire. À 5h30 du matin, nous entrions en rade de récifs, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer? Mais plus qu'un souvenir personnel, je pense, ou qu'un simple regard par la fenêtre de mon appartement, ces images racontent aussi mon incapacité à bouger, sortir, voyager pour filmer ou pour donner cours. Je continue de filmer les toits, les nuages et le temps qui passe. Dominique Noguez écrit dans Éloge du cinéma expérimental « Le cinéma peut être récit, mais il peut faire mieux, montrer, c'est-à-dire redoubler la vie sans ellipse. D'où vient que cela fasse souffrir? Je parle ici de ce que la plupart appellent ennui. L'ennui est chose de l'âme, je veux dire subjective, mais du corps aussi. En vérité, on dirait le prototype de ces passions cartésiennes qui s'organisent toujours à la jointure du corps et de l'âme. L'ennui est la brûlure que fait le temps qui passe, dès que nous lui prêtons attention. Le cinéma nous force à cette attention. Le cinéma est le miroir du temps, et les miroirs sont sinistres. Voilà une explication. Alors j'aimerais recevoir vos images, que vous filmiez aussi, et me les envoyer. Nous pourrions peut-être alors composer une mosaïque en témoignage de ce temps passé ensemble, mais séparés. Ne cherchons pas à produire des images spectaculaires là où est l'ennui. Une simple fumée de cheminée en raconte bien plus sur le moment que toutes les images télévisuelles actuelles. Gardons nos distances avec les images dominantes qui retrouvent aussi leurs origines dans le journal cinématographique, ancêtre de nos journaux d'information. Tout comme nos médias actuels, les sociétés d'actualité cinématographique, fondées dès 1908 par Pathé, puis ensuite Gaumont et Éclair, restaient respectueuses des interdits, des conventions, des cérémonies officielles et se gardaient de toute référence à la vie sociale dans ses aspects contestataires. Elle révèle à nos yeux de spectateurs du futur un document extraordinaire sur la pensée officielle et le climat d'une époque. La société figée dans ces cérémonies livre l'essence de son aliénation. De même pour le cinéma colonial. Le critique et historien du cinéma Pierre Le Prohon nous le rappelait bien dans son livre « L'exotisme et le cinéma ». Je cite « Ils rapportaient de leurs voyages souvent fertiles en aventures, non des récits, mais des images. Des images maladroites, comme de pauvres mots dont le vocabulaire serait très restreint, comme une langue qui n'aurait pas de syntaxe et pas de style. Mais enfin, ils regardaient avec bonne volonté et racontaient avec sincérité. Facilement émerveillés, ils étaient tout de suite séduits par le côté le plus brillant des choses, c'est-à-dire souvent le plus factice. Il ne leur serait pas venu à l'idée de filmer des paysans qui ne fussent pas en costume régional, un volcan qui ne fût en éruption, un peuple qui ne fût en guerre, un personnage qui ne fût au moins prince ou ministre. Ils étaient à l'affût du pittoresque, du particulier, du sensationnel, en bons reporters plus soucieux des faits que de vérité. N'ayons pas peur de l'ennui et filmons ce que nous pouvons, mais avec notre point de vue. Car filmer le réel, c'est aussi faire de la mise en scène, mais à partir d'une scène préexistante, dont les codes sont dictés par le contexte. La vie est déjà l'œuvre d'auteurs anonymes qui ont fait un travail invisible de mise en scène. Et reviennent alors ces mots de Jean Rouch. Déjà dans le tournage d'un rituel, par exemple une danse de possession chez les Songhay ou les funérailles des Dogons, le cinéaste découvre une mise en scène complexe et spontanée, dont il ignore la plupart du temps qui est le maître d'œuvre. Est-ce le prêtre assis sur son fauteuil? Est-ce ce musicien nonchalant? Est-ce le premier danseur au fusil? Mais il n'a pas le temps de chercher ce guide indispensable s'il veut enregistrer le spectacle qui commence à se dérouler et qui ne s'arrêtera plus, comme animé de son propre mouvement perpétuel. Alors le cinéaste met en scène cette réalité, improvise ses cadrages, ses mouvements ou ses temps de tournage, choix subjectif dont la seule clé est son inspiration personnelle. Ainsi, je ne vous dirai pas quoi filmer, ni comment. J'attendrai de recevoir ces quelques bribes
pour composer avec la suite de cette histoire. Nous n'en sommes qu'au début du siècle, et de ces quelques exemples, nous ne pouvons tirer une définition du documentaire, car il en existe déjà bien d'autres formes dont je n'ai pas encore parlé. Il s'est constitué et continue au travers de ses expériences, tributaire de la technique et du contexte sociologique, de l'apport des auteurs qui l'ont fécondé. Je finirai cette première partie en nous rappelant quelques phrases du manifeste de Jean Vigo qui accompagne son film à propos de Nice en 1930. Mais je désirerais vous entretenir d'un cinéma social plus défini et dont je suis plus près, du documentaire social ou, plus exactement, du point de vue documenté. Dans ce domaine à prospecter, j'affirme que l'appareil de prise de vue est roi ou tout au moins président de la République. Je ne sais si le résultat sera une œuvre d'art, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera du cinéma en ce sens qu'aucun art, aucune science ne peut remplir son office. Le monsieur qui fait du documentaire social est ce type assez mince pour se glisser dans le trou d'une serrure roumaine, et est capable de tourner au saut du lit le prince Carole en liquette, en admettant que ce soit spectacle digne d'intérêt. Le monsieur qui fait du documentaire social est ce bonhomme suffisamment petit pour se poster sous la chaise du croupier, grand dieu du casino de Monte-Carlo, ce qui, vous pouvez me croire, n'est pas chose facile. Ce documentaire social se distingue du documentaire tout court et des actualités de la semaine par le point de vue qui défend nettement l'auteur. Ce documentaire exige que l'on prenne position, car il met les points sur les i. S'il n'engage pas un artiste, il engage au moins un homme. Ceci vaut bien cela.